Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h en temps universel. Au terme du conseil d'administration extraordinaire tenu le 30 septembre 2022 à Douala, Blaise Moussa est nommé au poste de directeur général de la Cameroun Water Utilities, Camwater en abrégé. Cet inspecteur des régies financières, impôts et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais remplace à la tête de l'entreprise publique en charge de la production et de la distribution de l'eau potable au Cameroun un autre militant RDPC et fils de la région de l'Est, Gervais Bolenga, administrateur civil principal. Le 7 janvier 2021, toujours au terme d'un conseil d'administration extraordinaire, le colonel Jean-Christophe Elanguema, l'officier supérieur de l'armée, devient le septième directeur général de Camerco en l'espace de 10 ans. L'ingénieur en aéronautique remplace au poste l'administrateur civil principal, Louis-Georges Dipendi Kotou, qui aura passé moins de 2 ans au poste. L'entreprise lourdement endettée et déficitaire depuis son lancement assiste, et tous les Camerounais avec, à un bal de manager. On s'en souvient, toujours procédé en mai 2019 à la nomination d'un ancien président de conseil d'administration comme directeur général. Le ticket Louis-Georges Dipendi Kotou Max Constant V sera remplacé par l'autre ticket, Jean-Christophe Elanguema et Alexandre Fauchivé. Tous ces managers à la tête des entreprises ou établissements publics sont pour la plupart sortis de la plus prestigieuse école de formation et de perfectionnement des hauts fonctionnaires camerounais. Ces produits sont-ils à l'origine des contre-performances observées dans les entreprises et établissements publics? Des voix s'élèvent de plus en plus pour une refondation de cette école quand il ne s'agit tout simplement pas de fermeture. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Entreprises et établissements publics, le casting des managers en question. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en plateau ce soir Stéphane Zanga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà. Bonsoir Dr So. Bonsoir Monsieur Outou. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox. Vous me permettrez de dire un bonsoir à tous ceux de nos AP encore derrière les barreaux des prisons du Cameroun et surtout faire un clin d'œil à ce qui s'est passé il y a quelques jours, pour ne pas dire qu'il y a 2 jours en Konsamba. Il s'est passé qu'on constate que le Cameroun désormais marche sur la tête. Vous savez bien que les documents ont circulé où le MRC a obtenu des documents des officiels autorisant une cérémonie d'installation du bureau régional élu. Et que au petit matin du 8 octobre, les forces de l'ordre ont envahi l'espace accordé pour la tenue de cette manifestation. Avant même cet envahissement... Les forces de l'ordre agissaient sous les ordres de qui? On a parlé d'un sous-préfet et d'un commissaire qui étaient sur le terrain. Oui. Ils ont envahi l'espace accordé Par une autre autorité par une autre autorité. La veille déjà, il y a eu des scellés à poser sur les portes de l'hôtel qui aurait dû accueillir l'événement. Et dans notre volonté de faire des choses très pacifiquement, le MRC s'est déporté à son siège. Et il s'est passé des choses très graves au siège du MRC. Il y a un préfet, un sous-préfet qui a ordonné que des engins soient conduits sur des militants.
avec en même temps la consigne qu'il fallait monter sur eux avec des camions, mais sans les tuer. Et le commissaire a dit, comment est-ce que je vais faire pour monter sur eux sans les tuer? Donc le commissaire s'est opposé quasiment de façon frontale au sous-préfet, qui a demandé que ces engins anti-émeutes soient portés sur la foule qui était présente. Et aujourd'hui, le régional du littoral 2, Maître Choumen, est menacé pour avoir déplacé le lieu des événements. Pourtant, ce sont les forces de l'ordre qui sont venues empêcher que... C'est un acte de défiance selon l'autorité? Maître Puisqu'on Choumen a défié? On avait l'autorisation. Oui, l'autorité prend ça comme un acte de défiance. Non, il menace, disant que justement, vous dites que Maître Choumen a déplacé. Puisque dans l'accord qui est donné, un lieu est défini. Oui. Et ce sont ces mêmes autorités qui sont venues par la suite interdire que les événements se tiennent sur le lieu qu'ils avaient eux-mêmes défini. Okay. Donc finalement, on ne comprend pas pourquoi toujours ce régime est en train de provoquer pour qu'on arrive à dire qu'il y a des problèmes dans le MRC. Il n'y a aucun problème. Okay. C'est le régime qui provoque à chaque fois le parti. Merci, Dr Sow. J'ai envie de... C'est pas le débat. Mais je parle là à l'administrateur Valère Bessala. Comment vous vous sentez quand vous suivez? Je parle de deux autorités qui, une dit ici, l'autre interdit là, dans la même ville. Comment vous vous sentez en tant qu'administrateur civil quand vous suivez ça? J'imagine, monsieur Otou, que c'est votre façon de me dire bonsoir. Oui, bonsoir, Valère Bertrand Bessala. Bienvenue, hein. Bonsoir, monsieur Otou. Oui. Je vois que le sujet était tellement brûlant que vous avez oublié les civilités. Oui. Non, oui, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et de téléauditeurs. Bonsoir à votre merveilleuse équipe derrière la vitrine et aussi avec nous ici en studio. Bonsoir à mes copanélistes que vous avez déjà présentés et aux derniers que vous aurez prendre le soin de présenter. Je suis toujours ravi d'être là chaque fois que vous me sollicitez, c'est un plaisir. Je crois que je dois plutôt encourager le MRC parce qu'il est en train de bouger les lignes. Il est en train de bouger les lignes et de mettre à nu, en fait, certaines compétences qui rampent dans les milieux de l'administration, toutes chapelles confondues, c'est-à-dire l'administration préfectorale. Vous savez que dans la préfectorale, il y a encore ceux qui sont de la vieille école et qui parfois ne comprennent pas que les temps ont changé. Donner une autorisation de manifestation à un groupe de personnes ou à une association n'est pas en fait un signe sine qua non du désordre ou ainsi de suite, parce qu'en fait les forces parfois sont mises à contribution pour cela, comme pour cela. Et aussi, il y en a aussi qui sont d'un certain âge et parfois ils sont au bord de la retraite. Alors ils se disent qu'il faut qu'ils terminent leur carrière sans faire de faute, sans faire de bavure. Et pour eux, la bavure, c'est d'autoriser une manifestation d'un parti de l'opposition. Oui. Parce qu'en fait, pour eux, dans leur esprit, le seul parti qui doit pouvoir manifester ou doit tenir des réunions officiellement autorisées, c'est le parti au pouvoir. Donc beaucoup sont encore dans cette logique, alors même que la logique du sommet est une logique du laisser-faire. C'est-à-dire que quand la loi est claire et que les conditions sont réunies, qu'on les laisse faire. Mais vous allez vous rendre compte que ce sont des actes isolés, de simples administratifs qui, par zèle ou par besoin de garantir leur beefsteak, jouent ce genre de jeu. Et parfois, je vais aller plus loin, parfois ils sont même à la solde des élites du parti au pouvoir local. Donc des élites locales. Parce qu'on croit toujours que c'est le président de la République qui... Non. Vous allez voir par exemple que si vous prenez un département comme celui-là du Mungu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des maires là-bas qui ont... Il y a un maire là-bas qui a déjà mis 20 ans. Sur les 3 Marois pardon, les 3 Nkonsamba là. Je vous envoie, je suivais mon regard. Oui. Nkonsamba deuxième, je crois. 20 ans. Vous avez donc des gens comme ça qui savent qu'en fait, la population est acquise par nature à toute opposition qui viendrait. Et comme donc, ils ne voient pas les partis venir à eux officiellement du fait des autorisations de manifestation ou des réunions qui leur permettent justement de juger ou d'apprécier le programme de ces partis d'opposition, elles, les élites s'arrangent donc
à ce qu'il n'y ait jamais de manifestation, aucune réunion qui montre aux populations qu'un parti peut réussir à cet endroit. Donc vous allez voir que le coup de force, par exemple, que le MRC a fait là, dans le Mungo, c'est un coup de force qui va payer. Parce que c'est une zone que je connais à peu près. C'est-à-dire que c'est une zone qui est partagée entre la population du littoral, qui est pratiquement réfractaire au régime en place, il y a ces frasques, et aussi la population de l'Ouest. Parce que si vous vous déplacez, vous allez vers Melon, vous allez vers Kekem, qui sont des arrondissements, en fait, dans le Mungo, mais qui sont davantage occupés par nos frères qui viennent de l'Ouest. Donc ce sont des populations, et en plus de cela, ce sont des populations qui ont subi d'énormes frasques. Si je vous dis par exemple que le Mungo, il était là-bas, le président Kamtoyi était. Le Mungo ne décolle pas, du moins ces départements où le chef ne décolle pas. Aucune route n'est faite là-bas. Ils ont les budgets comme toutes les autres mairies de ville. Aucune route, le centre-ville, rien n'est fait. Il n'y a de goudron que dans le centre administratif. C'est tout. Pour le reste, vous pouvez vous imaginer. Pourtant, ils ont la pouzzolane. La pouzzolane qui sert, par exemple, c'est de ça qu'est mort M. Paul Erikinge. La pouzzolane est déjà une matière qui vient en substitution au gravillon qu'on utilise généralement pour faire de l'enrobé et pour le matériel de génie civil. Vous pouvez vous imaginer. Donc, ils ont déjà ça, mais personne ne fait absolument rien. Vous allez donc voir que ces populations vivent comme cela, comme dans une ville arriérée, comme une ville maudite. Parce qu'en fait, Nkonsamba est un peu comme Kumba, comme Banga, comme Balmayo. Les villes coloniales maudites comme Ayos. Par exemple, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas des... Et en plus, un département qui a comment dire, le statut d'une région. C'est le seul département où on a une région des finances. Vous comprenez que le colon avait investi énormément d'argent là-bas. Bien sûr, la BIAC. Il y a le café, il y a le cacao, il y a tellement de choses là-bas. Mais vous comprenez que... Il y a un trésorier payeur général comme ça. Donc, je voudrais dire qu'en fait, je voudrais féliciter le MRC et son président pour ce coup de force. Ils vous ont même fait du bien. Parce que si vous voyez, à quelque chose m'a l'air bien. Ils sont allés mettre les scellés sur l'hôtel. Maintenant, j'ai vu là-bas, vous avez manifesté en plein air. Je ne suis pas sûr que toute la foule que j'ai vue là, en plein air, pouvait suffire dans une chambre d'hôtel. Donc, en croyant vous faire du mal, ils vous ont plutôt fait du bien. Donc, je pense qu'il faut poursuivre dans cette logique, dans la logique de l'égalité et suivre votre chronogramme. Cela va toujours payer. Et nous vous observons parce que si vous tombez demain, monsieur le MRC, nous, on serait inquiets. Parce qu'on va se dire, et nous, quand si eux, les grands là, ils ont échoué à ce niveau-là, est-ce que nous, on peut passer? Donc, tenez bon et on pourra vous soutenir à tout moment. Moi, je suis disposé. Voilà. Bonsoir, Émile Messi. Bonsoir, Serge Lotou. Bonsoir aux companélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs et aux fidèles de Equinox Soir. C'est avec un réel plaisir que je réponds à vos invitations. Vous me permettrez aussi de féliciter mon camarade, vous l'avez signalé, qui a été promu directeur général de Camouate. Donc Blaise Moussa, ce brillant cadre de l'État, avec une expérience et une ascension fulgurante. Donc, PCA Soukamine, il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. SG de la FECAFO, avec un titre au Gabon. Il est également conseiller régional, parce que c'est un engagé politique, président de la commission de finances à la région de l'Est. Et bien évidemment, il est directeur des affaires générales au ministère de la fonction publique. Donc, toutes les félicitations à ce brillant camarade, désormais DG de la Cambote. Vous me permettrez également de dire un mot sur l'actualité du MRC à Samba. Et je voudrais attirer maintenant l'attention de mon compatriote de Poussala, parce que là, il a convoqué sa casquette de politicien. Pourtant, vous avez attiré son attention sur sa casquette professionnelle, à savoir cet administrateur civil qui a même servi au commandement comme adjoint préfectoral, pour dire à militants du MRC que lorsque le sous-préfet délivre un récépissé de déclaration de manifestation, vous verrez chaque fois qu'il est mentionné que au niveau de la manifestation, on ne modifiera pas l'objet, le lieu, ni l'heure. Vous comprenez? Or, quand je n'ai pas les informations exactes sur ce qui s'est passé. Mais quand je suis le militant du MRC, il me semble qu'ils n'ont pas respecté cela. Ces termes qui sont toujours contenus dans leur récépissé de déclaration, à savoir ne pas modifier l'objet de la manifestation, ne pas modifier le lieu de la manifestation, ne pas modifier l'heure de la manifestation. Quand il dit les scellés, on fait ceci, on fait cela. Mais je dis, Monsieur Boussala, vous voyez, le MRC la surfe sur un terrain qui lui est très favorable, à savoir la provocation, la victimisation
et la diabolisation qui sont son sport favori. C'est-à-dire que des incidents, or, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Conformez-vous tout simplement à la légalité. Ce pays est devenu un pays de droit où les partis politiques peuvent s'exprimer. Mais comment toujours chercher à créer des incidents, même là où il n'en faut pas? Nous n'avons plus besoin de ça. Conformez-vous tout simplement à la légalité. Que de faire des provocations inutiles et puis de jouer aux victimes. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes en politique et la politique, ce n'est qu'un jeu entre les Camerounais. Ne prenez pas cela comme si c'était une tourmentie. Il faut forcément toujours casser, il faut toujours des affrontements. Nous n'en avons plus besoin. Les Camerounais ont besoin d'une sérénité. Les Camerounais ont besoin aujourd'hui d'un cadre politique viable et acceptable. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Arrêtez-nous ça. Mais je voulais... ça va revenir en débat. Hein. Non, on règle une fois la question. Non, on va... Je vais vous laisser le temps en deuxième partie. Permettez. Hein. OK? Vous allez parler de ce meeting. Si vous voulez répondre, hein. Chacun dit un mot. Hein? Non, on va... Je vous promets. Hein. Vous voulez... Oui, rapidement. Bon, allez-y donc. Allez-y donc. C'est Non. l'administrateur qui parle là. Non, monsieur Messi a parfaitement raison. Hein. Oui. Il a parfaitement raison. Mais il faut faire attention à l'être de la loi et l'esprit de la loi. Et distinguer la lettre de la loi, l'esprit de la loi et de la pratique elle-même. C'est-à-dire quoi? Une autorité vous délivre un récépissé. OK? De manifestation ou de réunion. C'était même une réunion au départ. C'était une réunion. Non, c'est une manifestation. C'était L'installation du bureau. C'est une réunion. Peu m'importe. réunion. Alors, l'objet C'est est resté réunion. le même, les lieux. C'est une réunion, c'est pas une manifestation. C'est une réunion. Alors, ce n'est pas, attendez, ce n'est pas le travail du MRC d'aller chercher à savoir si l'hôtel est en règle avec le fisc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appris qu'on a scellé parce qu'il ne paye pas l'impôt. C'est ce qu'on a dit. Il n'était pas à jour. Non, je veux préciser. Curieusement, la Je veux veille, préciser ça. la veille du meeting. Non, moi je veux préciser ça, l'aîné. Pourquoi lui dit qu'en fait, ce n'est pas du travail du MRC ou du demandeur. Parce qu'eux, ils sont allés payer certainement à l'hôtel Oui, que pour- nous voulons pour- occuper votre salle de réunion pour telle période. OK? Ils ne sont pas dans l'administration de l'hôtel. Ils ne sont pas le sous-préfet. Ça veut dire que c'est le sous-préfet qui n'a pas fait son travail. C'est-à-dire, je prends le premier degré. Il n'a pas fait son travail, c'est-à-dire que le MRC demande à manifester, à se réunir dans tel hôtel. Il aurait dû saisir son délégué du tourisme pour le renseigner sur le fait que est-ce que l'hôtel ou le MRC, puisque leur logique c'est de dire non à toute forme de demande de manifestation de réunion, est-ce que l'hôtel ou le MRC compte aller là, nos ennemis là, est-ce que cet hôtel-là est à jour? Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas la faute du MRC. Vous comprenez? Dans le deux, c'est que ils ont eu raison. Parce qu'en fait, la logique était quoi? En scellant l'hôtel, il était question pour eux de faire une nouvelle demande au sous-préfet, de dire que nous voulons changer le lieu de la manif. Et là, il allait dire non. Ils ont bien fait, parce que ce n'était pas de leur faute. Non, j'ai une précision. Non, c'est pas question de secret de Dieu. Je vais couper court. J'ai une précision à l'instant. Maître Choumen, le régional numéro 2, qui me dit que le MRC avait 2 récépissés. L'un pour l'hôtel Ferré et l'autre pour le siège. Donc ils ont demandé à 2 emplois. Oui. Ok. C'est pas dans le même arrondissement en Konsamba, je crois. Non, le problème c'est que même en dehors de Konsamba, Oui. puisque c'est depuis le 25 septembre, le Non, 24 c'est-à-dire septembre... parce qu'il y a Konsamba Non. premier, Oui, Konsamba Konsamba 3, là, on troisième. avait affaire au sous-préfet de Konsamba 3e. Troisième. On a Ferré, demandé c'est Konsamba 3e? Troisième, Voilà. voilà. C'est ce qui se passe là-bas. Ce que, en fait, je voudrais d'abord dire à M. Messi que je ne sais pas où est-ce que le MRC a cassé. Il faut sortir de ce discours qui diabolise un parti qui a démontré par tous les moyens qu'il est un parti légaliste, qui fonctionne suivant la loi. On a donné l'autorisation pour une manifestation qui se tenait à midi et à 5 heures du matin, on a mis les forces de l'ordre pour empêcher que les militants n'arrivent. À quel moment est-ce qu'on a violé le contenu des autorisations? Ok. Vous dites que vous ne savez pas de quoi il s'agit et vous faites un discours totalement... je préfère ne pas qualifier. Voilà, on me dit que Ferré Hôtel, c'est un Konsamba 3e. Voilà, merci. Merci, je suis sûr qu'on va revenir. Et le siège, un Konsamba premier. Hein? Voilà, Bessala, l'administrateur, dont le MRC avait 2 autorisations. Une, c'est-à-dire le sous-préfet de Konsamba premier a accordé l'autorisation, se trouve le siège
Ferré Hôtel et encore Samba 3e. Un autre souple. Voilà. Donc, pour une même manifestation, on a deux autorisations Ouais, aux deux endroits ils différents. sont obligés de Pour développer ce un genre même de- événement, de pour une technique. même manifestation. Voilà donc ce que j'appelle de la provocation. Ils sont malins, ils sont malins. Oui, c'est la Ils provocation. sont malins. C'est de la provocation. C'est la provocation. Oui. Avoir À quel deux niveau? deux autorisations pour une même manifestation, c'est une À quel curiosité. niveau? C'est une curiosité. Et vous allez dire qu'ils sont malins. Vous comprenez? Si. Voilà. On a essuyé 4 refus pour cette manifestation. Ils sont malins, oui. Voilà, merci. Merci, on va commencer. On va revenir en deuxième partie. Voilà, voilà, et il n'a pas beaucoup parlé, Stéphane Zanga, ça va? Voilà, Stéphane Zanga, je l'ai dit, je vous ai envoyé cette thématique un peu comme ça au pied de levé dans l'après-midi. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris 2 cas. Hein. Camerco, on en est au 7e DG, 7e manager en 10 ans. Un commentaire, c'est quoi? C'est les hommes? C'est quoi? C'est le casting, de manière globale, c'est le casting qui n'est pas bon? Ou bien les écoles d'où ces hommes sont formés? Il faut réexaminer tous ces paramètres. D'abord, les conditions de formation, l'école qui forme. L'école. Donc le vous mettez man- les NAM en procès là? Pas vraiment, mais les NAM peuvent former de bons Oui. et de mauvais produits. Tout le monde n'est pas Oui, brillant. oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi il y a un ordre de mérite. Il y a le premier, un deuxième, un troisième, et la queue. Il y a la tête, il y a la queue. Il y a le casting qui est fait, le critérium de celui qui fait le casting, Justement. qui est sous le sceau du pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire du chef de l'État. Et on ne va pas rentrer dans la psychologie du chef de l'État, mais il est bon de savoir qu'on s'appuie d'abord sur des critères de performance, d'expérience, des capacités de manager que peuvent regorger un administrateur sur qui l'on porte le choix. Et maintenant, les moyens qui sont mis à la disposition de ce dernier, parce que le meilleur des managers, sans moyens, ne peut pas réaliser de bons résultats. Camerco, pour prendre ce cas, est devenu un gouffre financier pour l'État du Cameroun. C'est une entreprise qui a vocation à réaliser des bénéfices, renflouer les caisses de l'État et permettre à cet État d'améliorer les conditions de vie de ses populations. Mais d'où vient-il que l'État affecte des moyens? Et la particularité de ces conseils d'administration qui voient souvent le limogeage de ces managers... Extraordinaire, hein? On a même souvent l'information le matin. déjà. Justement, est que ces managers limogés reçoivent toujours des félicitations du conseil d'administration. Justement. C'est Le quitus, c'est une hein. curiosité. Ils ont le quitus Oui, oui. du conseil d'administration. Ils les félicitent. Et la plupart du temps, ces managers sont remplacés par les membres de ce conseil d'administration. Féliciter un directeur général qui ne réalise pas de bons résultats présente l'incompétence de ce conseil d'administration. C'est-à-dire, vous apportez votre caution à la médiocrité. Cela suppose que vous êtes, entre guillemets, tous médiocres, parce que vous aurez dû constater les failles managériales de ce directeur et le sanctionner, quitte à ne pas accorder votre caution. Mais le directeur général reçoit les félicitations du conseil d'administration. Par la suite, quelques jours plus tard, un conseil d'administration extraordinaire est convoqué pour le voir déposer ou alors limoger. C'est un véritable paradoxe. Je pense que l'État doit revoir les critères de nomination de ces managers et aussi leur assigner des objectifs au même titre qu'une feuille de route et même des objectifs au même titre que, je vais prendre cet exemple, les sélectionneurs de nos équipes nationales. Ah ouais. On dit, vous devez remporter la CAN, vous devez qualifier les Lions pour le mondial. Vous n'atteignez pas ces objectifs, vous commencez vous-même à plier vos bagages parce que vous savez que vous serez limogé pour mauvais résultats. Donc, les managers doivent également poser des conditions à l'État. Vous dites, je suis le directeur général de Camerco, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le ministre, voici la situation de l'entreprise. L'entreprise est endettée, je ne peux pas opérer de miracle à réaliser des résultats positifs avec une entreprise qui est à ce niveau de finance. Je souhaite que les caisses soient renflouées, donc vous présentez également vos desiderata à l'autorité qui vous nomme, conditions de votre performance. Si au bout de cela, vous n'atteignez pas les objectifs, alors vous êtes limogé. Aucun manager ne va opérer de miracle pour sauver Camerco dans les conditions actuelles. On sera au 20e
au 20e directeur général que cette entreprise ne décollera pas véritablement. Et cela est valable pour les autres sociétés publiques et parapubliques qui sont dans des situations financières vraiment déplorables. Mais comme les Camerounais sont toujours très passionnés par des titres de nomination, c'est-à-dire qu'ils connaissent la plupart du temps la situation de l'entreprise, mais ils acceptent quand même être nommés à ces postes. Parce qu'il faut le rappeler, vous pouvez décliner l'offre. Oui. Ce n'est pas, c'est pas une obligation. Les nominations font l'objet de consultations préalables. Et vous pouvez dire dans des conditions actuelles, je ne peux pas. Certains entraîneurs de club vous disent, si je n'ai pas Neymar, si je n'ai pas Messi, je ne viens pas. Surtout les managers. Cette attaque est moribonde. Voilà pourquoi, dès qu'on te donne dans Messi et les autres, Lewandowski, si tu... Il faut gagner la Ligue des Champions. Si vous ne la remportez pas, vous êtes limogé. Okay. Ou alors, le sens de l'honneur vous commande de démissionner. Mais nous n'avons pas beaucoup de compatriotes ayant le sens de l'honneur et le courage de démissionner. D'abord, Dr Sow, lui, il évoque les moyens qui doivent accompagner ces managers-là. Ça suffit. Si on vous donne les moyens... Les sources de problèmes sont multiples. Vous voyez vraiment quoi d'autres? Multiples. L'État, la gestion, l'organisation, le type de manager qu'on met à la tête de ces entreprises. Dans le type, vous mettez quoi là-dedans? Chaque manager a une touche particulière. Justement. Je vais revenir tantôt sur le cas de la Camer, de Cameco, c'est devenu Cameco, pour préciser davantage. Mais de façon globale, vous vous rappelez, lorsque le FMI entre dans notre pays, une des premières choses qu'il demande, c'est de privatiser. Pourquoi privatiser? Parce que la gestion des entreprises publiques a des spécificités. Et ces spécificités font que, de façon globale, ces entreprises ou ces sociétés deviennent des gouffres à sous, comme disait M. Zanga tantôt, des subventions. Et ces subventions permettent que des gens soient en train de gérer des fonds à la limite de ce qui devrait être fait, sachant que lorsque la subvention viendrait, on peut combler les trous de ce qu'on a créé, entre autres. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'au Cameroun, on a privatisé des entreprises, mais il reste des curiosités. Si on prend le cas de Kamwata, Kamwata est une société privée. À ce que je sache, c'est l'État qui nomme le directeur. Comment est-ce que ça arrive? Pourquoi c'est l'État qui nomme le directeur de Kamwata qui est, nous dit-on, une société privée, passée par la privatisation de la fin des années 80 et du début des années 90. C'est une première curiosité qui ressort de là. La troisième chose est la plus grave, parce que cela se poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est le rôle de l'État dans la déliquescence des entreprises publiques. Si vous arrivez à Camerco aujourd'hui, ils ont des notions de vols vendus et des vols non vendus. Cela veut dire quoi? Si une autorité de la République veut faire un déplacement, on prend le vol, un avion qui est fait pour un vol commercial et on le met à sa disposition pour qu'il voyage seul dedans. Un vol vendu? Non, le vol n'est plus vendu. Dès que c'est une autorité de la République, le vol n'est plus vendu. On met tout un avion à sa disposition? À sa disposition. Et en fait, Kamer est mort de cela. Cameco va mourir de cela. Parce que les charges d'entretien, je ne comprends pas pourquoi nos ministres pensent qu'ils ne peuvent pas voyager dans le même avion qu'un Camerounais ordinaire. On doit prendre un avion qui peut prendre 80, 120 personnes. On met à sa disposition. Le vol devient non vendu. Le carburant, là, il est perdu. Il ne paye pas. L'État, il ne paye pas. C'est justement ça. C'est justement ce qui a fait tomber Camer. Rappelez-vous avec Camer, Camer disposait à l'époque du plus gros avion de Boeing, le 747. Combi 747. C'était le plus gros avion de Boeing, avion à étage. Imaginez donc un responsable de la République, je ne vais pas préciser les cas, réquisitionne l'avion
pour aller faire son commerce, pour aller faire ses achats, et immobilise l'avion pendant 2 semaines. Imaginez les pertes que cela représente. Conséquence, en 2020, Cameco faisait 110 milliards d'endettement. 110 milliards d'endettement. À peu près en octobre, là, il était à au moins 4 mois de salaire non payé. Et les pertes s'évaluent à presque 115 milliards. J'ai dit les pertes financières, 115 milliards. Le DG Dipendi, il a dégraissé un peu, hein. Il a mis 130 personnes à la porte. Mais c'est trop. Cameco a combien d'avions? Il y a même un ratio, hein. Un avion pour tel nombre de personnes. Cameco c'est comme ça en aéronautique. Quand il dégraisse, Cameco a plus de 600 personnels. Oui. Pour à peu près 2 ou 3 avions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, en aéronautique, c'est pas normal. S'il n'en a enlevé que 130, il y a un problème. J'en arrive maintenant aux gestionnaires. Vous avez posé la question sur l'ENAM. Si le Cameroun était un pays sérieux, on aurait fermé l'ENAM il y a longtemps. La France a déjà fermé l'ENAM. J'ai dit on aurait, et je vais prendre un cas concret pour qu'on comprenne. Le service public. Lorsque l'opération Épervier se lance, et que sur 10 personnes arrêtées, 8 sont passées par l'ENAM. C'est l'école le problème? Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que le test de significativité de la relation entre l'ENAM et l'état de vol est positif et significatif. On n'a pas besoin d'aller faire... Mais l'ENAM a des bons produits aussi. Hein? On ne dit pas non. On ne dit pas non. Mais qui représente quelle proportion de tous ceux qui sortent? Je dis, si sur 10 personnes arrêtées par l'opération Épervier, 8 sont passées par l'ENAM, l'État devait s'interroger et se dire, on doit reformer cette école, quitte à la fermer sur 2-3 ans, et réorganiser, de faire en sorte que ces gens qui administrent tout ce qui est, qui puissent apporter les résultats. Voilà un aspect des choses dont on ne tient pas compte, mais qui joue et qui pèse. Maintenant, la qualité de gestionnaire. La première fois où j'ai pris un avion pour voyager, il me rappelle à l'époque, c'est Yves-Michel Fotso qui était à la Camer. Ce premier vol, nous arrivons, il y a un retard. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous prend, on nous amène dans un restaurant. Et on vous dit, pendant que vous attendez que votre vol puisse décoller, on vous sert un plat, on vous sert un jus. Toutes les compagnies le font. Mais aujourd'hui, Cameco ne le fait pas. Donc, la qualité de manager donne une certaine aura à l'entreprise. Donne du sérieux. Je me rappelle qu'au vol retour donc tout était bien avec Michel Fotso. Non, pas que tout était bien, mais pour l'essentiel. Il prenait les standards de ce qui se fait. Je me rappelle que pour le vol retour, de l'étranger où nous étions, nous avons eu un problème pour prendre le vol Camer. Nous étions à l'époque des étudiants, nous sommes revenus de là où nous partions avec plein de cahiers, plein de livres. On dépassait tous le poids autorisé. La dame qui était chef d'escale là-bas a dit, on ne vous prend pas. Nous avons fait du bruit, on a appelé au Cameroun, on a donné l'autorisation de nous transporter. Merci. Valère Bertrand Bissala. Vous, qu'est-ce qui, selon vous, quelle explication vous donnez avec le recul nécessaire qu'on vous connaît? Qu'est-ce qui explique que cette danse-là, ce jeu de chaises musicales, surtout à la caméra, à Camerco, qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'ai même pris le cas où on a pris le PCA de Louis-Georges Ndipendi pour le mettre DG. Et lui-même, il n'a pas pu faire 2 ans. Il est parti. On en est au 7e DG en 10 ans. Oui, monsieur Otto, j'imagine que les cas que vous avez pris, la Camotte et la Camotte n'étaient que des exemples. Oui, c'est des Parce exemples. Parce qu'en fait, c'est un cas général pour toute notre société. Bon, mais je vais quand même dire que, heureusement, monsieur Otto, que je dis toujours que, et je le répète toujours, je n'ai pas vocation d'être président de la République.
ni sénateur, ni député, ni ministre. Sinon, M. Sow allait me dire que comme je suis sorti les NAM, je ne devrais pas y prétendre. Donc, heureusement pour moi que je n'ai pas ces prétentions. Oui. Sinon, M. Sow, qui est mon frère depuis, oui, allait se liguer contre moi. Donc, je vais quand même le rassurer pour lui dire qu'en fait, l'ENAM est une grande école. C'est une ouverture et une parenthèse que je vais vite refermer. C'est une très grande école. Et elle forme d'ailleurs merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Et pour la petite histoire, je vais vous dire une chose, c'est que ceux qui sortent de l'ENAM sont les meilleurs produits de l'administration. Et tous les autres corps de métier qui se retrouvent d'ailleurs dans l'administration, au sein de la machine administrative, ont une crainte, une sainte crainte des produits de l'ENAM parce qu'en fait, ils savent que ces produits-là ont le savoir-faire. C'est comme ça. Et seulement... C'est le terrain qui les corrompt alors? C'est pas le terrain, c'est plutôt le système. C'est-à-dire que quand vous sortez de l'ENAM, d'ailleurs, c'est son leitmotiv, une école au service de l'État et du citoyen, on vous apprend à faire, à bien faire. Mais sur le terrain, parfois, quelqu'un qui est sorti de l'ENAM peut aussi très mal faire, au cas où les conditions ne sont pas réunies. Et c'est ce qui arrive généralement, parce que le système le corrompt, comme vous venez de le dire. Donc qu'il soit certain d'une chose, c'est qu'à l'ENAM, on forme. Peut-être qu'il y a des réformes qu'il faut rapporter pour actualiser cette école-là au management public. Mais il y a que les produits qui sortent là sont les meilleurs. Je vais simplement dire encore une chose, c'est que, et je vais procéder par l'anecdote pour dire que notre taxi national, vous avez parlé de Camerco, le taxi national, il peut marcher, il peut fonctionner. Mais le problème n'est pas un problème de moyens, c'est-à-dire de moyens financiers. C'est un problème d'hommes et de système. Je procède par l'anecdote. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai vu les ministres mobiliser un avion de Camerco pendant 6 heures de temps. Un avion qui est en escale à Maroua et qui doit continuer à Garoua pour rentrer sur Yaoundé. Parce qu'en fait, il est encore quelque part dans son village. Il est en retard. L'avion attend avec tous ses passagers. Il parlait donc de manque à gagner, de pertes, ainsi de suite, de non-professionnalisme. On peut vous citer des cas comme cela à profusion. On peut aussi vous citer des cas, c'est-à-dire que il y a comme une volonté au sommet même de l'État de ne pas pouvoir inciter, imposer aux membres du gouvernement de consommer camerounais. C'est-à-dire que l'eau de la Camouata est comme la Cameco. C'est-à-dire que tous nos aînés boivent l'eau minérale. Tous nos aînés prennent les compagnies aériennes étrangères. Ils voyagent, ils vont quelque part, ils prennent air machin chose qui ne ressemble pas à notre étoile nationale. Alors, que voulez-vous qu'ils fassent? Puisqu'en fait, la Camer, comme la Camouata, comme toutes les autres entreprises publiques, sont en fait des viviers de finances où les gens vont s'abreuver pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec les affaires publiques. Si je vais à la Camouata, vous allez donc parler de la Camouata, vous allez dire qu'elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Est-ce que l'argent qui est à la Camouata, c'est l'argent qui manque à la Camouata? Non, pas du tout. On a une station à Komniada, oui. On a une autre quelque part, je ne sais plus, vers Mbalmayo, ainsi de suite. Mais vous allez donc vous rendre compte qu'il n'y a pas l'eau qui coule là, sous la barbe du président. Il y a les populations ici, sous la barbe du président, qui n'ont pas d'eau, qui coule au robinet. D'autres, même quand elle coule, elle n'est pas, comme on a appelé les qualités de l'eau, elle n'est pas inodore, elle n'est pas sans saveur, elle n'est pas incolore, vous comprenez. Est-ce que c'est donc une affaire de moyens? Pourtant, on a vu les nombreux milliards qui circulent entre l'État et cette entreprise-là. Je vais continuer pour dire qu'en fait, le problème au Cameroun n'est pas un problème de moyens. Je poursuis. Il existe un observatoire à la présidence de la République, un observatoire des ressources humaines. C'est-à-dire que avant que le président de la République puisse nommer quelqu'un qu'on a proposé, normalement, la norme voudrait que l'Observatoire des ressources humaines fasse venir au président son profil, c'est-à-dire qu'on lui fasse la quintessence du profil de monsieur, en nous disant, il s'agit de la Camerco, voici son profil, voilà ses états de service, voilà son expérience, est-ce qu'il est apte à faire ceci ou cela? Je prends cet exemple pour que vous compreniez une chose, que dans les militaires, c'est la même chose. C'est-à-dire quand vous avez les directions des ressources humaines, c'est à cela que ça sert. C'est-à-dire que si on doit nommer un DAG, comme l'ami de notre grand frère Messi, comme DAJ, ou je ne sais pas trop quoi dans un ministère, la DRH est là pour sortir les CV. Pour par exemple s'assurer qu'on ne va pas nommer quelqu'un qui a des états de service qui ne lui permettent pas d'accéder à ce poste. On vous dira par exemple qu'un directeur, c'est au moins 10 ans d'expérience dans l'administration. Alors vous allez voir par exemple qu'on va donc nommer quelqu'un qui a à peine
2 ans ou 3 ans matriculé et on le nomme directeur. Il était peut-être même chargé d'études, alors qu'il y a une direction des ressources humaines. Un autre, par exemple, qui est là depuis 20 ans, il n'est que chargé d'études, parfois il n'est même rien, il rase les murs. C'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas une affaire de moyens financiers, c'est une affaire d'état d'esprit. C'est-à-dire que notre pays, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on nomme dans notre pays, on désigne des responsables à des postes de responsabilité, pas des affinités. Pas des affinités. Je vais donc vous dire une chose, puisqu'on a pris la camotte, allons-y simplement. Bon, je commence par le président. Comment le président fonctionne? Moi, vous savez que je suis très factuel. Oui. Je suis très factuel. Je n'aime pas ce qu'on écrit beaucoup, j'ai tellement lu, mais j'aime être factuel. On a comme l'impression, je dis c'est comme l'impression, vous allez me dire si je fais faux, que le président a réparti dans son esprit des entreprises en fonction des régions. Le cas comme moi, prenez la SNEC. Prenez la SNEC, créée en 74-75, je peux me tromper sur l'année. Oui, oui. Elle a été donnée aux Etenga. Oui, oui. Non, moi je reste même aux Etenga. C'est-à-dire qu'ils ont dirigé l'affaire pendant plus de 25 ans. Je parle sous le contrôle de M. Messi, qui sourit. Il sourit. Après lui, on a donné un autre de la Meuf Akono, qui était venu comme administrateur, directeur général, quelque chose comme ça. Oui, c'est lui qui est sorti de prison l'autre jour là, et qui a remboursé 1,7 milliard. Il a été remplacé par un autre de ses frères. C'était qui William Solo. William Solo. Je parle encore sous votre contrôle. On était toujours dans la Meuf Akono. Vous voyez, c'est une entreprise pendant une trentaine d'années, presque 40 ans, confiée non pas à une seule région. Un département. Un département. Et vous pouvez donc comprendre. Je peux donc changer aussi. On avait même pris la SCDP. Prenons la SCDP. C'est toujours la Meuf Akono. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire Jean-Baptiste Nguinefa l'a prise depuis 1900 combien là, ou c'est 86 ou 94, il a laissé ou en 2004 pour aller en cellule. Voilà les logiques que nous avons dans notre pays. Prenez la Sodecoton, parce qu'elle est certainement dans le Grand Nord, alors on estime que c'est forcément quelqu'un de là qui doit la diriger. Si vous tentez de nommer quelqu'un, parce que là au moins on va dédouaner au président, parce qu'il agit aussi sur les données sociologiques. Si il tente un jour de nommer un So, ou je ne sais pas, un Zan, ou bien un Chi fort, là-bas, à la Sodecoton, vous allez voir ce qui va s'abattre là-bas. Parce qu'à la Sodecoton, parfois, vous allez vous rendre compte que même au sein de la région du Grand Nord, les Peuls s'opposent même aux populations non Peuls. Les Kirdi. Ça dit qu'il y a des postes où on n'admet même pas la Sodecoton, vous ne pouvez pas admettre un directeur général. Regardez l'histoire de la Sodecoton, vous allez vous rendre compte. S'il y a, parce que je n'ai pas vérifié mes données, s'il y a un non-Peul, non-islamo-Peul, qui a dirigé, il n'a pas mis long. Il n'a pas mis long à la Sodecoton. Je peux aller à la Semri. Je peux aller à la Semri. On va vous dire que là-bas, c'est les Massa ou c'est à la Semri, la société de modernisation du riz du Cameroun. Je peux même ressortir de cette entreprise-là pour revenir par exemple à la CSPH. Ou par exemple, nous avons eu en son temps un directeur général qui était aussi PCA d'une autre direction générale, d'une autre société d'État. Une incongruité. Parce qu'on savait en fait qu'on peut être ministre et PCA, ou bien on peut être assis au quartier et être PCA. Mais lui, il était directeur général d'une entreprise, la CSPH, et il était en même temps aussi PCA d'une autre entreprise d'État. Pour vous dire quoi, monsieur Outou, que le pays fonctionne comme ça. Parce que nous voulons faire l'autruche, mais en voulant faire l'autruche, nous faisons la souris. C'est-à-dire que nous sommes visibles et nous sommes fragiles. On ne nomme pas dans ce pays, on ne désigne pas les responsables au poste dans ce pays pour ce qu'ils valent. De deux, je voudrais terminer et sortir pour dire que il faut faire aussi attention parce que M. Messi a félicité un camarade, son camarade qui a été nommé à Douala, à Kamouata. Il ne peut rien faire. Il ne pourra rien faire. Parce qu'en fait, la Kamouata, c'est quoi? La Kamouata, c'est des intérêts qui ont déjà été consommés depuis Mathusalem. C'est-à-dire les 2 stations de pompage d'eau là. L'argent qui a été pris chez les bailleurs de fonds a été consommé, déjà démocratiquement consommé par les ministres successifs qui sont passés au ministère de l'eau et de l'énergie. Vous comprenez? De 3, c'est que ce qu'on doit retenir, c'est que on ne nomme pas les DG comme on nomme par exemple un simple directeur ou comme un ministre. Je dis même que le casting même des ministres est parfois plus facile que le casting des DG. Parce qu'en fait, un DG, c'est celui qui cherche le job. Vous allez voir que quelqu'un qui veut un poste, il commence à chercher les frasques de tel DG et il va montrer à son frère du village qui est positionné à l'endroit où on peut le nommer pour lui dire voilà, on le tient, vous pouvez proposer au président de la République. Voilà comment ça fonctionne. Quand vous regardez, donc, parce qu'il disait comment quelqu'un vendredi, tout se passe à 8h du matin, à 12h, comme on dit dans Jack Bow, et c'est terminé. Comment ça s'est passé? Vous comprenez qu'une administration par embuscade
C'est-à-dire qu'un monsieur qui a été félicité, comme monsieur Zanga le disait tout à l'heure, et subitement, vendredi, on lui dit conseil d'administration parfois extraordinaire, et on vous a débarqué. Ouais. Et on vous dit le matin que même la Camouate, le DG lui-même a précisé à la Camouate, non, il s'agit juste d'un conseil d'administration pour essayer de... Il ne savait pas que tout tournait autour de sa tête. Vous comprenez? C'est comme cela que ça marche, monsieur Otou. Pour dire enfin que nous devons faire très attention. On n'a peut-être pas parfois le choix, mais c'est le Cameroun que nous avons tous monté de toutes pièces. Parce que tant qu'il y aura les parents dans les régions, c'est-à-dire les hommes ont dit dans la région de l'Est, si tu veux être ministre, il faut passer par tel parent. Si tu veux être ministre dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est tel. Tant que nous allons fonctionner comme cela, nous n'arriverons à rien du tout. Extrêmement. Voilà. Émile Messi, pour vous, on a pris quelques exemples depuis que l'émission a commencé. Camwater, Camerco, le cas surtout Camerco. 7 ans, 7 DG en 10 ans. C'est quoi le problème là-bas? L'État met suffisamment de moyens, a mis suffisamment de moyens depuis 2011 qu'on a lancé avec Camerco. Mais les hommes, et très souvent, ils viennent de la présidence de la République. Non, Serge Alotou, il faut déjà dire que les nominations à la tête des structures, tout au moins des changements à la tête de ces structures, participent d'emblée du dynamisme même de ces structures. Les nominations ne sont pas de mauvaises choses ou des changements en fait. Chaque nomination est un challenge pour celui qui arrive de faire plus que celui qui le remplace. Voilà déjà la stratégie d'abord des changements à la tête de structure. Et c'est pour cela que je veux dire à Valère Bossala que les félicitations qu'on adresse souvent à ceux qui sont nommés participent des encouragements. Vous voyez? C'est-à-dire, faites exactement ce que vous êtes appelés à faire. Donc, on vous félicite que vous avez bénéficié de la haute confiance, mais alors les attentes sont nombreuses et on vous encourage. Vous-même, quand on vous encourage, c'est pour aller de l'avant, c'est pour faire mieux que ce que vous croyez. C'est pour prendre la mesure de la responsabilité qu'on vient de vous confier. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne s'agit pas tout Stéphane simplement... dit donc quelques semaines situer après les félicitations, le quitus les félicitations donc... Oui, quelques semaines après, on vous débat au terme d'un conseil d'administration extraordinaire. Comme je vous ai donc dit, les nominations de façon constitutionnelle sont d'abord du ressort du président de la République. Discrétionnaire. Nos emplois civils et militaires, c'est lui seul qui nomme. Ça, c'est un peu. Et il sait pourquoi il nomme. Et il sait pourquoi il nomme. Là, on ne va pas chercher pourquoi et tout et tout. Maintenant, on revient dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le casting des managers, et ainsi de suite. Moi, je ne voudrais pas aller dans des détails superficiels. Je voudrais creuser l'abcès, je voudrais toucher le fond du problème. Nos entreprises publiques souffrent du problème de la compétitivité. Nos entreprises sont appelées à être compétitives sur le plan national et international. Voilà la problématique. Pour y arriver, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Lui parlait tout à l'heure que la Camwater est privatisée, que non. L'État, c'est le seul actionnaire de Camwater. Ça, il faut le savoir. Ah oui. Oh, il se trouve donc que l'État, qui est actionnaire, se retrouve par moments en situation de client. Ça plombe la performance, ou tout au moins cet aspect compétitif que les entreprises doivent avoir. Parce que chaque entreprise doit être rentable. Il a dit que le problème de moyens ne se pose pas. Non, les entreprises ne sont pas des gouffres à sous. Lorsqu'une entreprise n'est pas rentable, il y a un problème. Il y a un problème. Quelle que soit la qualité de manager que vous allez mettre à la place, les problèmes vont rester les mêmes. À cela donc, il faut s'attaquer à l'environnement de l'entreprise. La sociologie de l'entreprise au Cameroun. Quel environnement de l'entreprise sur M. Bossala? Voilà les vrais questionnements. Nous restons dans la superficialité. Pour que nos entreprises soient compétitives, il faut qu'on respecte évidemment des critères d'une entreprise compétitive qui s'adosse sur la performance, qui elle-même doit être évaluée sur un certain nombre de critères. Lorsqu'on sait que tel est là, c'est notre tour, par exemple, des recommandations, on ne sait pas comment on sélectionne, comment on recrute, ainsi de suite. Vous parliez tout à l'heure des étengas, ainsi de suite, tout ça. Maintenant, dans la mentalité, tout se passe comme si ça doit fonctionner ainsi. Or, l'entreprise a besoin
des compétences pour produire et sortir des résultats. Vous voyez, quand je vous parle d'état client, en même temps, vous avez évoqué, ici je ne devrais pas revenir là-dessus, quand l'État même doit de l'argent, par exemple à Camerco, il y a un problème. Or, c'est Camerco, après l'investissement, qui doit faire maintenant des profits pour cet État-là. Et c'est comme ça que l'entreprise est appelée à évoluer. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont en train de fermer. Tout simplement que parce que la charge salariale seule, par rapport à la rentabilité, ne permet pas à l'entreprise d'évoluer. Voilà donc, à ce niveau, donc, plaçons nos entreprises sur la voie de la compétitivité. Sur la voie de la compétitivité, le manager aura des coups de franche pour nous sortir des résultats. Et pour y arriver, il faut faire une étude sans complaisance de l'environnement de nos entreprises publiques. Camwater, si nous prenons le cas de l'incivisme des citoyens que nous sommes, nous ne payons pas l'eau, nous ne faisons pas ceci, nous volons de ceci, des branchements connexes et tout. Ça a un coût au niveau de l'entreprise. L'argent n'est pas là indéfiniment, ça a un coût. Ces ailleurs-là, ça doit faire que la société avance. Au lieu qu'elle avance, elle va plutôt patiner, ou tout au contraire, reculer. La privatisation, pourquoi ne pas redéfinir le cadre de la privatisation? Parce que la privatisation qu'on nous avait présentée, c'était celle des Blancs qui venaient prendre nos entreprises au profit des Camerounais. Est-ce qu'il y a des Camerounais qui peuvent également gérer ces sociétés-là dans une forme de privatisation avec une forte dose de nationalisme? Vous voyez un peu, c'est des questions qu'il faut poser sur la table aujourd'hui parce qu'il y va de notre économie, il y va du développement même de notre pays. Stéphane Zanga, Valère Bessala a développé un aspect, les sociétés qui sont parfois laissées, on appelle ça, quelqu'un appelle ça, des nominations régionalistes. C'est-à-dire que si c'est un originaire de tel département qui était DG, lorsqu'il s'en va, on place un autre. Est-ce que tout ça ne participe pas à fragiliser un peu ces entreprises-là, établissements publics? Pourquoi c'est seulement dans cette région, dans ce département qu'il y a la compétence nécessaire pour faire décoller cette entreprise? Vous savez, le caractère hétérogène des sociétés africaines voudrait qu'on s'appuie sur des données sociologiques lorsqu'il faut les gouverner pour la préservation de la stabilité et de l'équilibre. Au lendemain des indépendances, une politique avait été mise sur pied, celle de l'équilibre régional. Elle prévaut d'ailleurs et elle est contenue dans nos textes, c'est-à-dire qu'on procède à des micro-dosages, parfois intra-régionaux. Tout à l'heure, il parlait des Etenga, qui sont une communauté dans la Meufouakono. Il vous a dit qu'à un moment donné, la direction générale est sortie de cette communauté pour se déployer dans un autre arrondissement du même département. Il s'agit d'une technique que le pouvoir emploie pour que toutes les sensibilités sociologiques se retrouvent dans l'appareil gouvernant et pour éviter le maximum de frustration. Le président de la République est également un politicien. C'est pourquoi lorsqu'il opère un casting, tout à l'heure, Valère a essayé d'énumérer les critères qui donnent accès à un certain niveau de responsabilité. Il est passé par les capacités managériales, il a évoqué la durée mise dans l'administration, l'expérience professionnelle. Alors vous pouvez donc vous retrouver une dizaine, une vingtaine à remplir les mêmes critères. Lorsque l'observation qui est logée à la présidence de la République propose donc les profils à l'homme politique. Mais le président de la République sait que dans la région de l'extrême nord, j'ai besoin de maintenir un électorat là-bas. Or, lors des dernières élections, les scores n'ont pas été bons à tel niveau. Je voudrais conquérir cette zone politiquement. Alors, il faut nommer un des leurs. Voilà pourquoi après, il y a souvent des meetings de remerciements. Il y a justement des meetings de remerciements de cette communauté qui remercie le président de la République d'avoir choisi un fils de la région, un digne fils de la région, pour qu'il soit représenté, entre guillemets, je dirais pas à la mangeoire, c'est réducteur, mais au niveau des commandes de l'État ou alors des autres responsabilités de la République. Voilà un peu les critères sur lesquels l'homme politique s'appuie. Mais je voudrais qu'on sache que
l'intelligence n'a pas de région, encore moins la compétence. Vous pouvez tous appartenir à la même communauté et il faut, pour un minimum de justice, pour l'atteinte des objectifs, que le fils de la communauté qui fait le choix, l'objet du choix par le président de la République, soit le meilleur pour atteindre le niveau de performance. Le grand frère Messi parlait tout à l'heure d'un état client. Mais si je suis actionnaire de Equinox Télévision et qu'en conseil d'administration, nous assignons des objectifs au directeur général, si j'ai une autre entreprise qui doit faire de la publicité ici, je me dois de payer. Il y va de la bonne santé de la structure à laquelle je suis membre du conseil d'administration. Donc l'État doit briller par le respect, l'exemplarité, à savoir que lorsqu'un ministre veut emprunter le vol, qu'il se comporte comme ce client-là qui permet à l'entreprise de réaliser les résultats. Non, Valère disait plutôt qu'ils choisissent d'autres compagnies. Oui, c'est ce manque de patriotisme. Si vous choisissez d'autres compagnies alors que vous êtes un des gouvernants, comment voulez-vous que l'entreprise décolle? C'est vous qui devez prêcher par le bon exemple. Mais qui n'aimerait pas voir le président de la République sortir pour un voyage à l'étranger dans un vol estampillé Camerco? Il y a d'abord une fierté nationale, c'est une question de souveraineté. Non, il le faisait même souvent. Oui, il a fait à une certaine époque, nous n'avons plus de vol peut-être capable d'assurer des liaisons internationales parce que Camerco ne se trouvant pas dans une situation qui lui permet d'aller au-delà du Cameroun. On va continuer après le journal, Dr So et Valère Bertrand Bessala. Madame, monsieur, dans un instant, le 20h, depuis Douala, et on revient pour la deuxième partie.